Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de consacrer un peu de votre temps pour assister à cette réunion en vidéo. Malheureusement, compte tenu des contraintes sanitaires, il ne nous est pas possible d'organiser une réunion en présentiel comme les années précédentes. Depuis le 13 mars, tout s'est arrêté et je sais que tous vous attendez avec impatience de reprendre la pratique de notre sport qu'est le football. J'espère que cette réunion va permettre de vous apporter toutes les informations que vous êtes en droit d'attendre. Chaque saison, il y a des modifications et c'est de notre devoir de vous les communiquer, et particulièrement en ce début de saison 2020-2021. Depuis le 4 juin, j'ai essayé de vous informer par le biais de communiqués dont le 9e est en date du 10 septembre. D'ici la fin de semaine prochaine, un nouveau communiqué vous sera adressé concernant le football d'animation. Les sujets abordés au cours de cette réunion sont les suivants. L'organisation particulière de la saison avec la réduction du nombre d'équipes par groupe en championnat pour faire face aux aléas. La gestion au Covid-19, respect des protocoles et gestes barrières pour permettre de reprendre notre football. L'importance de mettre en place un référent Covid au sein de votre club et de respecter les règles sanitaires. Un interlocuteur référent Covid du district est l'interlocuteur des clubs en semaine pour répondre aux questions. La gestion de la période hivernale avec la création de Coupe Foot 5 pour les seniors U18, U15 masculins. Du fait que nous ne sommes pas en présentiel, à l'issue de cette réunion, vous pourrez poser vos questions par email d'ici lundi 21 septembre. Chaque question fera l'objet d'une réponse écrite. Si celles-ci peuvent intéresser l'ensemble de nos clubs, elles seront publiées sur le site. J'insiste pour que tous ensemble nous appliquons les protocoles avec l'appui du référent Covid-19 que vous avez désigné afin qu'il soit vigilant sur tout dysfonctionnement pour permettre la reprise de nos compétitions lors du dernier week-end de septembre dans les meilleures conditions. Ce soir, nous ne pourrons pas nous retrouver autour de nos traditionnelles pizzas, mais je l'espère, ce n'est que partie remise. Tous ensemble, luttons contre ce virus qui nous empêche de pratiquer tel qu'on le voudrait nos sports favoris. Bonjour mesdames, messieurs. Cette saison est un peu particulière, avec la mise en place de protocoles sanitaires dans le cadre de la reprise des activités. Plusieurs rappels ont été déjà faits sur le site internet. Nous souhaitons malgré tout insister sur différents points. Concernant les vestiaires, il est préconisé un usage limité du vestiaire et un accès uniquement aux acteurs du match. Il convient donc aussi d'utiliser une douche sur deux, d'aérer et de désinfecter régulièrement les vestiaires. L'utilisation de la tablette nécessite, après chaque usage, de la désinfecter. De la même manière, si vous avez plusieurs rencontres au sein des vestiaires dans une même journée, il est préconisé de nettoyer et désinfecter les vestiaires après chaque utilisation dans le cadre du protocole sanitaire. Si une municipalité interdit l'accès aux vestiaires, la rencontre ne peut en aucun cas être reportée. Elle devra se dérouler. Les deux clubs devront prendre leurs dispositions pour se changer. Nous vous demandons donc d'informer les équipes et arbitres au préalable en cas d'arrêtés municipaux. Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place avec la Fédération française de football, un bordereau d'émargement doit être complété par chaque équipe, incluant joueurs et encadrement de l'équipe. Il est à remettre avant chaque rencontre au délégué de match. Ce bordereau a pour but d'avoir une traçabilité des personnes ayant été présentes au jour de la rencontre et facilitera, si cela est nécessaire, la recherche de cas contacts en cas de sollicitation de l'Agence régionale de santé. Ce bordereau, à compléter par toute personne majeure, renseigne nom, prénom, la date et la signature. Il vient en complément d'un registre que le club met en place pour ses dirigeants qui sont liés à l'organisation de la rencontre.
chaque licencié doit pour sa part compléter un questionnaire personnel qu'il conserve avec lui, mais qui vise à faire un rappel en cas de symptômes liés au Covid-19. Les arbitres et délégués éventuellement désignés par le district doivent avoir à disposition de la part du club recevant du gel hydroalcoolique et des masques. Néanmoins, le district a fourni à tous ses arbitres des gourdes individuelles et des masques. Il a été demandé aux arbitres de consigner dans leur rapport tout manquement aux règles sanitaires. Cependant, ces manquements ne peuvent en aucun cas entraîner l'arrêt d'une rencontre. L'accueil du public est autorisé dans l'ensemble des stades, sous réserve d'une décision préfectorale ou municipale plus restrictive. Dans le cas où vous disposez de tribunes, les personnes accueillies ont une place assise. Une distance minimale d'un siège est à laisser entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble. En l'absence de sièges et de places assises, le public est autorisé debout à condition qu'il soit aménagé de manière à respecter les règles sanitaires, le port du masque étant obligatoire pour toutes les personnes. Ces mesures peuvent évoluer en fonction des décisions préfectorales et municipales qui pourront avoir lieu tout au long de la saison. Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans dès son entrée dans le stade. Les équipes, les officiels sont également inclus dans ce dispositif. Il est demandé au club de mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique dès l'entrée du stade. Concernant la mise en place d'un registre, celui-ci n'est pas une obligation pour les spectateurs. Il est par contre nécessaire de le faire pour toutes les personnes liées à l'organisation de la rencontre au sein du club. Nous rappelons par ailleurs que l'introduction de bancs ou de chaises autour d'un terrain est strictement interdite, comme elle l'est déjà en temps normal pour tout objet susceptible de servir de projectile. Les clubs peuvent mettre en place des buvettes et des espaces de restauration. Néanmoins, ils doivent respecter le protocole sanitaire des hôtels, cafés et restaurants. Il est donc nécessaire de mettre à disposition un distributeur de gel hydroalcoolique. Les personnes en charge de la gestion de la buvette doivent toutes porter le masque. La vente de boissons doit se faire dans les contenants en carton. Le verre est interdit. De plus, il n'est pas possible de consommer sur place, donc les boissons doivent être à emporter. Concernant la vente de nourriture, celle-ci doit être préalablement préparée et emballée pour pouvoir être également emportée. Autour d'une rencontre, aucune animation n'est possible jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a donc pas le protocole d'avant-match ni le protocole d'après-match entre les joueurs et les arbitres. Les coups d'envoi fictifs sont également interdits. Si des personnes doivent intervenir autour de l'aire de jeu, elles doivent toutes porter le masque. Pour les collations d'après-match, les équipes doivent disposer de nourriture préparée et emballée qui peuvent être également faciles à emporter. De même, si vous allouez un espace pour cette collation, il doit être accessible uniquement aux personnes concernées dans le respect des gestes barrières et en dissociant les différents espaces des acteurs de la rencontre. La gestion au cours de la rencontre et dès l'échauffement. Les joueurs sur le terrain et en activité, ainsi que les 3 arbitres, peuvent retirer le masque tout le temps de leur pratique. Pendant la rencontre, les remplaçants et les membres de l'encadrement de l'équipe sur le banc doivent porter le masque jusqu'à leur entrée en jeu. Le responsable d'équipe est la seule personne autorisée à ne pas porter le masque ou éducateur principal en fonction de la division. Quelques compléments concernant la gestion de l'aire de jeu. Le ballon n'est pas à désaffecter à chaque sortie de ballon. Par contre, nous vous préconisons de dissocier les ballons de match des ballons utilisés pour l'échauffement. Il est nécessaire de mettre un chasuble individualisé pour chaque joueur afin de gérer les entrées et les sorties des joueurs et de leur remettre leur propre chasuble. Pour le port du masque, chaque personne sur le banc doit disposer d'un masque individualisé. Vous devrez également prévoir un sac ou une poubelle fermée pour les jeter après usage. L'utilisation de gourdes individuelles et personnalisées est fortement préconisée. Il est proscrit l'utilisation de bouteilles d'eau qui ne permettent pas de les identifier.
Suite à la mise en place de ces différents protocoles sanitaires, vous pouvez être amené à avoir différentes questions. Un référent Covid est identifié au niveau du district pour la gestion des compétitions départementales. Il s'agit de Patrice Leclerc. Son email pleclerc@foot44.fff.fr. Il est également joignable au 06 27 64 47 06 en semaine et jusqu'au vendredi à 17h30. Passé cet horaire, la gestion des compétitions et du Covid ou toute urgence liée au protocole sanitaire se fait à travers la procédure d'urgence au 02 28 01 21 03. Nous vous rappelons que cette procédure vise aussi à gérer les arrêtés municipaux, les forfaits et les cas particuliers qui nécessiteraient un questionnement. Dans un premier temps, vous devez toujours appeler le numéro d'urgence, puis confirmer par messagerie officielle à urgence@foot44.fff.fr votre demande. La procédure d'urgence vous fera une confirmation écrite des dispositions à mettre en place. N'oubliez pas, ce sera notre interlocuteur avec le référent Covid du district, d'identifier sur Foot Club, dans la rubrique membres, le référent Covid du club avant la reprise des compétitions. Voici quelques rappels du protocole mis en place pour la reprise des compétitions. Ce protocole est disponible sur le site internet du district et est susceptible d'évolution. À ce jour, la gestion pour l'isolement d'une personne qui développe des symptômes pouvant s'apparenter au Covid-19. Celui-ci devra, selon la doctrine de l'État et des agences régionales de santé, être isolé du reste du groupe et réaliser immédiatement un test nasopharyngé. Si le résultat du test est positif, cette personne doit être isolée du reste du groupe pendant 7 jours, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. Au 8e jour, à partir du début des symptômes ou à partir du test positif, la reprise de l'entraînement individuel peut être faite de manière progressive, l'isolement peut être suspendu. La circulation du virus dans un club est considérée active dans le cadre du protocole mis en place par la Fédération française si une même catégorie de pratiquants enregistre plus de 3 joueurs ou joueuses sur une période de 7 jours glissants. Le virus est circulant alors dans le club. Dans ce cas, tous les joueurs peuvent continuer à s'entraîner en petits groupes, c'est-à-dire moins de 10 personnes sur le terrain, sans que les différents groupes puissent se croiser jusqu'à J+14. Une surveillance médicale quotidienne est nécessaire, ainsi qu'un test nasopharyngé à J+7. Les joueurs positifs devront rester isolés du reste du groupe. Les joueurs négatifs pourront continuer en petits groupes jusqu'à J+14. Il est important de sensibiliser tout le club à la gestion des flux, les mesures barrières, la distanciation physique et le port du masque tout au long de leurs activités au sein du club et en dehors du club, afin de permettre la limitation de la propagation du virus. Lorsque des cas de Covid-19 sont avérés au sein d'un club, la commission d'organisation en charge de la gestion de la rencontre ou des rencontres de la catégorie concernée devra se positionner sur l'éventuel report de la rencontre. Celle-ci se basera sur les éléments fournis. Il est donc demandé d'alerter les services compétition en charge de la gestion de la rencontre par courriel et de fournir les documents nécessaires. Nous vous rappelons que le report ne sera envisagé que si au moins 4 joueurs ou plus sont touchés au sein d'une même catégorie. Nous faisons à l'occasion de cette réunion de rentrée un rappel de l'organisation de nos commissions. Les commissions organisatrices en charge de la gestion des compétitions. Donc il y a la commission de gestion des compétitions seniors masculins, le football libre, loisirs et entreprises,
la commission de gestion des compétitions jeunes masculins de U14 à U18 et la commission féminine en charge de la gestion de l'ensemble des compétitions féminines. Celle-ci organise les calendriers, établissent les classements et les groupes, éventuellement entre chaque phase. Derrière, à l'issue d'une rencontre, à partir des procès-verbaux des rencontres, c'est-à-dire la feuille de match, les commissions disciplinaires et réglementaires étudient les éventuels dossiers, soit en commission sportive pour vérifier l'application des règlements et l'étude des réserves éventuelles. La commission du statut de l'arbitrage vérifiera si le club respecte les obligations en termes d'arbitrage qui peuvent entraîner à défaut des restrictions en nombre de butées, voire l'interdiction d'accession. La commission de discipline, elle, étudiera l'ensemble des dossiers disciplinaires qui auront été rapportés sur les feuilles de match ou par le biais des rapports d'arbitrage. À l'issue de chacune des décisions de ces commissions, il vous est possible de faire appel de ces décisions sous respect des délais d'appel. La commission d'appel configuration réglementaire étant en charge d'étudier les dossiers prononcés par la commission sportive et les décisions liées au statut de l'arbitrage. La commission d'appel configuration disciplinaire étudiant les décisions de la commission de discipline. À l'issue d'une saison 2019-2020 interrompue prématurément, sur décision du COMEX de la Fédération française de football, il a été nécessaire de réorganiser les championnats pour cette saison afin de répondre à la problématique d'un nombre d'équipes supérieur à celui prévu dans nos règlements. Aussi, le comité de direction du 6 juin a validé à l'unanimité l'organisation des championnats seniors D1 à D5 en groupe de 10, nécessitant la création d'un 4e groupe en senior masculin D1 et dans les autres divisions, si cela était nécessaire, la création ponctuellement de groupes de 11 afin de répondre à la problématique d'un nombre d'équipes supérieur à celui prévu. Pourquoi cette décision? Plusieurs problématiques se sont posées. Tout d'abord, l'augmentation exceptionnelle du nombre d'équipes par niveau compte tenu du fait qu'il y a eu moins de descentes que prévu réglementairement, tout en maintenant le nombre de montées prévues. L'incertitude au mois de juin 2020 de connaître la date de reprise des compétitions dans des conditions normales en septembre 2020. La répétition depuis plusieurs saisons de difficultés calendaires liées aux intempéries. La possibilité d'un nombre plus élevé de descentes étant donné que également dans les championnats de ligue, le nombre d'équipes est supérieur à celui prévu, ce qui entraînera un nombre de relégations plus importantes sur l'ensemble du territoire vers les districts. Et également la possibilité de maintenir les coupes seniors masculines annulées la saison dernière en cours de saison. Par ailleurs, cet aménagement du calendrier permettra, si les conditions sont favorables, de laisser au club la possibilité d'organiser des tournois et des manifestations après une saison 2019-2020 interrompue prématurément et la possibilité de proposer une nouvelle pratique complémentaire en période hivernale avec la Coupe Foot 5 senior masculin pendant les dates des matchs éventuellement remis. La mise en place de cette Coupe Foot 5 va vous être présentée par Thomas Régent, CTD en charge du suivi de cette pratique. Cette nouvelle pratique va consister à, notamment pour les U15 et les U18 et les seniors, pouvoir proposer une compétition qui se déroulera pour les U15 et U18 au mois de décembre, à la suite de la Coupe Foot à 11, et puis pour les seniors sur la période hivernale début janvier. On pourra participer donc, pour les catégories d'âge U15 et U18 aux 3 dates qui seront dédiées à cette pratique sur le mois de décembre, avec une finalité à Lindor-Sautron qui réunira 16 équipes pour chaque catégorie. Et puis pour les seniors, ça sera la même chose, sauf que forcément la finalité n'aura que les seniors, avec également 16 équipes, avec 8e, quart, demi et finale, avec des matchs de classement. Et chaque équipe jouera le même nombre de matchs, quels que soient les résultats. Alors tout simplement, comme une compétition habituelle, c'est-à-dire que sur le foot club de chaque structure et de chaque association, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour cette compétition. Alors à chaque fois en lien avec la catégorie d'âge, donc je le rappelle, une compétition pour les U15, une compétition pour les U18 et une compétition pour les seniors. Tout se fait automatiquement et vous aurez un délai un peu plus important que les championnats pour vous engager.
Alors l'idée, bien entendu, c'est de faire participer un maximum de joueurs, donc on pourra engager 1 à 2 équipes. L'idéal, ça serait d'emmener 8 joueurs par équipe. Et puis bien entendu, après, l'attrait de cette pratique-là, c'est quoi? C'est le côté ludique, le plaisir de jouer, le ballon ne sort jamais, on a rapidement accès à la cible, c'est quelque chose de très dynamique et surtout c'est assez fun comme pratique, donc c'est plutôt sympa à pratiquer pour les jeunes, mais même pour les seniors, puisque aujourd'hui l'objectif pour nous aussi c'était de faire découvrir cette pratique au monde des seniors, au monde des adultes, comme un centre privé habituel, sauf que là c'est un centre de gestion qui l'organisera. Elle se déroulera sur tous les terrains disponibles de foot 5 en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, le district de Loire-Atlantique dispose de 16 structures foot 5 extérieures, voilà, qui sont un petit peu disséminées sur tout le territoire, même si aujourd'hui quelques secteurs n'en possèdent pas encore, mais on y travaille activement pour que chaque secteur puisse disposer d'un terrain ou deux d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Comme évoqué précédemment, le calendrier a aménagé pendant la période hivernale la Coupe Foot 5. Thomas Régent vous en a donné les grandes lignes. Sachez que les dates réservées pour les catégories jeunes U15 et U18 sont situées les week-ends des 5, 12 et 19 décembre. Pour les catégories seniors masculins, celles-ci sont les 9, 16 et 23 janvier. Les engagements sont possibles jusqu'au 12 octobre 2020 sur Foot Club. Nous vous rappelons que dans la rubrique compétition, vous pourrez retrouver les différents accès aux documents tout au long de la saison, notamment les règlements des compétitions disponibles sur le bouton prévu à cet effet. L'ensemble des championnats et coupes départementales sont disponibles, ainsi que le règlement de la Coupe Foot 5. Une autre nouveauté cette année, que vous avez pu constater dès l'engagement des compétitions, est la mise en place d'un nouvel outil de gestion des compétitions. Ce logiciel est encore en déploiement et nous impose des modifications dans notre fonctionnement. Il a également été constaté depuis sa mise en place des difficultés et des améliorations à réaliser. Aussi, si vous rencontrez des problèmes, vous constatez des anomalies, n'hésitez pas à nous en faire part au secrétariat en charge de la compétition. Nous vous rappelons que les catégories U14 jusqu'aux vétérans sont gérées par Isabelle Laureau, donc ilaureau@foot44.ff.fr. Les catégories du football d'animation jusqu'au U13 par Isabelle Perrette, iperrette@foot44.fff.fr. Lors de la réalisation des calendriers, il a été constaté, au travers des nombreux desiderata formulés, qu'il n'était pas possible de pouvoir satisfaire à toutes les demandes. Aussi, nous faisons quelques rappels par rapport aux desiderata que nous avons pu recevoir. Tout d'abord, lorsque des desiderata sont demandés entre les catégories masculines et féminines, les compétitions masculines et féminines répondent à des exigences de calendrier, notamment liées à leur Coupe de France respective, ce qui entraîne que les journées de championnat ne sont pas aux mêmes dates. Il n'est donc pas possible de proposer des calendriers répondant et satisfaisant à l'ensemble des desiderata demandés entre des catégories masculines et féminines. De même, lorsque des desiderata ont été demandés entre les équipes masculines, cette saison, avec la constitution de groupes de nombre d'équipes variables, allant de 10 équipes dans certains championnats de district jusqu'à 14 dans certains championnats de ligue, cela entraîne des journées de championnat à des dates différentes. De la même manière, il n'est pas possible de pouvoir réaliser une alternance ou des concordances parfaites. De plus, les très nombreux desiderata entraînent parfois les mêmes demandes au sein d'un même groupe, ce qui nécessite de devoir faire des choix par rapport aux clubs qui seront le mieux satisfaits. Il a donc été donné en priorité la satisfaction aux clubs qui ne disposent que d'un seul terrain, et lorsque les desiderata nécessitent une alternance entre deux équipes évoluant à la même plage horaire. Avec la mise en place de ce nouvel outil de gestion des compétitions, les demandes de modification d'horaire, de terrain ou de date se font également à travers ce nouvel outil dans la rubrique compétition, calendrier. Vous choisissez ensuite la division, la poule et la journée pour retrouver la rencontre pour laquelle vous voulez effectuer une modification. Vous en faites la demande. Vous saisissez les critères que vous souhaitez modifier, date, heure et éventuellement installation. Et vous pouvez apporter un motif à la demande afin que le centre de gestion en ait connaissance, ainsi que le club adverse. N'oubliez pas de valider votre demande. Le club adverse
sera informé d'une notification de la demande de modification. Il lui appartiendra de l'accepter ou de la refuser et de valider sa réponse. Si la réponse est favorable, le centre de gestion pourra homologuer la demande de modification de match qui s'affichera dès validation sur le site internet. En cas de refus, nous vous rappelons que vous pourrez formuler une autre demande dès que le club adverse aura notifié son refus. Un rappel concernant les modifications. Sachez que lorsque la demande de modification ne concerne qu'uniquement le terrain, celle-ci ne nécessite pas l'accord du club adverse, elle sera validée par le centre de gestion. Attention, il est très important de savoir, actuellement avec le nouvel outil de gestion des compétitions, les demandes d'inversion ne peuvent plus se faire par l'outil tel qu'il l'était précédemment sur Foot Club. Il convient donc de faire votre demande par messagerie officielle en l'adressant sur la messagerie officielle de votre adversaire et en adressant une copie au district en précisant la date, l'horaire, éventuellement le motif. Le club adverse devra confirmer ou non son accord au club demandeur et au centre de gestion. Vous pouvez toujours réaliser l'extraction des calendriers de vos compétitions. Cependant, actuellement et jusqu'à la mise en place de l'ensemble de l'outil sur les compétitions fédérales, il faut toujours aller dans Foot Club en rubrique compétition fédérale pour demander les éditions et les extractions de vos calendriers, de vos rencontres, que ce soit en format PDF ou Excel. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les championnats seniors masculins sont avec un format de groupe de 10 ou de 11. Pour la saison prochaine, afin de permettre un rétablissement avec des groupes de 12, cela va entraîner un nombre de descentes plus important que les autres années. Ce nombre de descentes sera légèrement atténué par un nombre de montées qui sera dégressif et lié au nombre de descentes de R3 vers le district à l'issue de la saison. Le tableau est disponible sur le site internet du district suite à la proposition faite par la commission de gestion des compétitions seniors masculins. Les championnats seniors féminines. 3 divisions en première partie de saison. L'AD1 qui se déroule en match aller-retour. L'AD2 également en match aller-retour. L'AD3, comme les saisons précédentes, en 2 phases. Une première phase de brassage avec 2 groupes. Les équipes les mieux classées constitueront en deuxième phase le groupe supérieur. Le reste des équipes sera dans la D4 créée pour la deuxième phase. Pour le football à 8, 2 phases sont mises en place. Cependant, lors de la première phase, toutes les équipes ne rencontreront pas tous leurs adversaires. En deuxième phase, il sera possible d'ajouter de nouvelles équipes, mais également pour des équipes de football à 8, d'intégrer le football à 11 en D4. Pour les championnats jeunes masculins, pour la saison 2020-2021, il a été reconduit le système mis en place la saison dernière, c'est-à-dire que les clubs peuvent proposer des engagements à des niveaux différents que ceux obtenus à l'issue de la saison précédente. Cependant, ces propositions restent soumises à la validation de la commission au regard du nombre d'engagements par niveau. Il est en effet nécessaire de respecter une pyramide pour pouvoir, à l'issue de chaque phase, réduire le nombre d'équipes dans les divisions supérieures, ce qui entraîne un nombre de descentes lié au nombre d'équipes par niveau. Cette saison, le nombre de groupes a été augmenté afin de répondre à la demande du comité de direction en passant à des groupes de 6. Le choix des équipes s'est fait conformément aux dispositions prévues au règlement et au classement des équipes établi le 13 mai dernier par la commission des gestion des compétitions jeunes masculins. Vous trouvez ici les critères pour retenir les équipes en U15 par exemple. Ce sont, dans le cadre du suivi des générations d'âge, les équipes issues des championnats U14 les mieux classées, qu'elles soient issues de ligue ou de district, et ensuite les équipes issues des championnats U15 départementaux, également par ordre de priorité des divisions. De la même manière, pour les U18, priorité étant donnée aux équipes des catégories d'âge N-1, c'est-à-dire les U17 pour les U18, et ensuite au regard des divisions des différentes catégories d'âge. Comme prévu au règlement, en première phase,
Le plus haut niveau des catégories U15 et U18 est limité à 24 équipes. Le deuxième niveau est limité à 24 équipes. Le troisième niveau est limité à 36 équipes. Concernant les catégories U14, U16 et U17, elles ont été définies en fonction du nombre d'engagements. Et sur le même principe, au fur et à mesure de chaque phase, les niveaux supérieurs seront réduits en nombre de groupes et d'équipes. Le calendrier des championnats jeunes masculins est de nouveau organisé donc en 3 phases. Une première phase qui débute ce 26 septembre pour s'achever début novembre. La deuxième période sera consacrée à la phase de groupe en coupe U15 et U18 Jean-Olivier, puis la mise en place de la coupe Full 5 au cours du mois de décembre. À partir de janvier et jusqu'à fin mars, le championnat sera organisé de la même manière que la première phase en 5 journées. Puis la troisième phase se déroulera de début avril jusqu'au week-end du 29-30 mai. Nous vous rappelons également que pour les championnats jeunes masculins, le principe est le même dans l'ensemble des compétitions jeunes. Seules 3 années d'âge sont autorisées, c'est-à-dire en championnat U18 ou en coupe U18, les catégories U18, U17, U16, et de la même manière jusqu'aux catégories U14 où il est autorisé des U14, des U13 et des U12 dans la limite de 3 par équipe. Le même schéma est appliqué chez les féminines, c'est-à-dire 3 années par catégorie d'âge chez les jeunes. Cependant, en seniors féminines, sont autorisés sans restriction de nombre les seniors féminines, les U19 féminines, les U18 féminines. Concernant la pratique de U17 et de U16 féminines en seniors féminines, celle-ci est autorisée sous réserve d'avoir fait au préalable une demande de surclassement pour participer en seniors féminines avec un dossier médical spécifique à renvoyer à la Ligue des footballs des Pays de la Loire. Le nombre étant ici limité, 3 joueuses U17F plus 3 joueuses U16F peuvent figurer au maximum sur une feuille de match senior féminine. Les coupes seniors masculines, quelques ajustements ont été faits par le comité de direction cette saison, également pour répondre à des contraintes calendaires. La coupe du district n'est ouverte qu'aux équipes de D1, D2 et D3. Le principe d'organisation reste le même, sauf problème calendaire en cours de saison, la finale étant fixée au 20 juin 2020. Le challenge du district, lui, reste ouvert uniquement aux équipes de D4 et D5. Cette année, il n'y avait pas besoin de participer donc à la Coupe du district pour être ensuite intégré au challenge du district. La finale est également prévue le 20 juin 2020. Pour la Coupe senior féminine, le format reste inchangé. Seule la date de la finale reste à finaliser. Elle sera soit le dernier week-end de mai ou l'avant-dernier week-end de mai. Les coupes jeunes masculins, des aménagements ont également été prévus. Si la coupe U18 Jean-Olivier reste ouverte aux équipes départementales des championnats U18, U17 ou U16, avec une formule en phase de groupe et à élimination directe jusqu'au quart de finale, la phase finale, elle, se déroulera à 4 équipes sur une seule date le 5 juin 2020, dans un format en une journée avec demi-finale, match pour la 3e et 4e place et finale. C'est également le même principe qui a été retenu pour la coupe U15 Intersport. Des modifications réglementaires ont été adoptées par le comité de direction. Tout d'abord l'article 9 qui fait suite à la décision votée en Assemblée Générale de Ligue le 9 novembre dernier, à savoir les obligations liées à la participation au championnat senior masculin de plus haut niveau de district. Il a été défini le nombre de joueurs devant figurer dans les catégories U6 à U11 au sein du club, à savoir 20 joueurs ou joueuses licenciés pour la participation au championnat de D1, ainsi qu'un éducateur licencié au club actif.
De même, le club devra engager entre les catégories U12 à U19 soit 2 équipes propres au nom du club en football à 8 ou à 11, masculin ou féminin, ou avoir 22 joueuses ou joueurs licenciés participant à minimum à 10 rencontres de compétition officielle dans le cas où le club est en entente ou en groupement. Par ailleurs, le club en D1 devra s'engager en Coupe Pays de la Loire ou en Coupe du district Albert Bovino à minima. Et lorsqu'il des équipes premières participent au championnat de D1, ils devront avoir au moins une équipe réserve en championnat inférieur et allant jusqu'au terme du championnat. Un état des lieux sera fait au club au 30 novembre afin qu'ils puissent se mettre en règle avant le 30 avril de la saison en cours. Nous rappelons par ailleurs que les clubs qui souhaitent ou qui seront en position d'accéder en R3 doivent répondre aux obligations du championnat de R3, à savoir 2 éducateurs licenciés actifs au club et avoir à minima 25 joueurs licenciés, 2 équipes propres au club ou 27 joueurs ou joueuses licenciés participant à un championnat ou rencontre de compétition de jeunes au cours de la saison. L'article 15 a également fait l'objet d'un complément, l'article 15 des championnats seniors masculins, afin de ne répondre à des problématiques d'échauffement des équipes. Il est autorisé désormais de faire une demande pour jouer à 12h30 pour l'ensemble de la saison afin de permettre un lever de rideau d'une rencontre prévue à 15h. Concernant la Coupe U18 Jean-Olivier et U15 Intersport évoquée précédemment, l'organisation de la phase finale à 4 équipes se déroulera donc avec demi-finale, match pour la 3e et 4e place et finale. Ces rencontres se dérouleront donc sur une même date sur un lieu unique. Pour ces rencontres phase finale à 4, la durée des matchs sera de 60 minutes divisée en 2 périodes de 30 minutes. Il sera possible, en raison du format sur une journée, pour les clubs d'inscrire 16 joueurs pour ces rencontres sur une feuille de match. Seuls 3 par contre seront autorisés à participer à une rencontre. Des obligations également incombent aux équipes participant au championnat de plus haut niveau de district senior masculin, c'est-à-dire en D1. Voici un tableau récapitulatif, l'article 9 précédemment évoqué, mais également le respect des obligations de diplôme. L'éducateur en charge de l'équipe senior masculine D1 présent à chaque rencontre devra être titulaire du CFF3 ou en cours, c'est-à-dire inscrit avant le début du championnat au module nécessaire au CFF3 ou, s'il n'a pas encore certifié son diplôme, inscrit dans une session de certification pour la saison en cours. Dans le cadre du statut de l'arbitrage, les équipes senior D1 doivent disposer de 2 arbitres effectuant le nombre de matchs nécessaires au cours de la saison, dont un arbitre majeur. Il est rappelé également que les installations sportives doivent être de niveau 5 ou, à défaut, en terrain de repli de niveau 6. Ces dispositions sont applicables également aux équipes de seniors D2 en position d'accéder en senior D1 qui devront les respecter. À défaut, elles se verront refuser l'accession dans le cadre de l'article 9. Le statut régional des éducateurs prévoit également des obligations de diplôme pour les équipes participant au plus haut niveau des championnats seniors féminins, c'est-à-dire un éducateur titulaire du CFF3 ou en cours, c'est de la même manière, soit inscrit à une session de formation avant le début du championnat, soit à une session de certification de son diplôme. Nous vous rappelons que sur le site internet du district, l'ensemble des informations rapportées sont disponibles en rubrique compétition. Au sein de cette rubrique, vous disposez de différents onglets, les règlements des compétitions, de l'ensemble des compétitions, que ce soit coupe et championnat, la consultation des calendriers généraux de l'ensemble des catégories, la gestion des intempéries avec les documents nécessaires en cas d'arrêtés municipaux, les tableaux montées et descentes pour chaque catégorie concernée par des accessions-relégations, également un rappel de la procédure d'urgence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les activités du football reprennent et notre communication de rentrée sera axée sur de la diffusion d'informations sous forme écrite ou sous forme de tutoriel, sur effectivement le renforcement de nos dispositions et sur des rappels
en ce qui concerne les aspects réglementaires. Sur la saison 2019-2020, 394 personnes ont été convoquées par la commission départementale de discipline. 48% de ces personnes n'ont pas été présentes aux convocations, ce qui a effectivement entraîné une évolution et un renforcement de notre disposition concernant les convocations et absences en commission. Donc, rappel des textes, l'article 181 bis. Tout licencié et ou club est tenu d'être présent ou représenté aux convocations sur demande d'une commission départementale. Toute absence devra être justifiée par une attestation d'employeur, un certificat médical, une attestation scolaire ou tout autre document prouvant l'indisponibilité. Le justificatif devra être transmis à minima la veille de l'audience. À défaut, ou si la commission juge le document fourni non conforme, le club pourra être amendé suivant le barème fixé par le comité de direction en début de saison. Cette disposition, particulièrement importante lors des convocations de la commission de discipline, s'applique également pour toute convocation d'une autre commission du district. La commission rappelle aux arbitres et aux délégués au match non désignés par le district de football de Loire-Atlantique qu'il leur appartient d'établir un rapport sur l'ensemble des faits disciplinaires qui se sont produits lors des rencontres où ils officient. La commission rappelle aux licenciés la possibilité d'établir un rapport à destination de la commission de discipline sur des faits disciplinaires pour lesquels ils seraient éventuellement impliqués ou dont ils auraient pu être témoins lors d'une rencontre. Donc ces rapports doivent être transmis au secrétariat de la commission de discipline sous 48 heures afin de faciliter le traitement des dossiers lors de la tenue de la commission hebdomadaire. Donc à titre d'information, où et comment consulter les sanctions. Donc pour les clubs, vous pouvez consulter donc sur Foot Club. Donc les différents dossiers donc sont effectivement représentés sous forme de tutoriel et vous les avez donc ci-dessous. Donc Foot Club, vous avez donc un menu, ensuite l'onglet compétition fédérale et ensuite l'onglet dossier. Donc ensuite, toujours une recherche sur Foot Club. Donc il suffit de décocher l'onglet en instance uniquement et ensuite vous cliquez sur afficher. Dans un deuxième temps, vous retrouvez alors les dossiers avec les dates, les objets des dossiers et les décisions. Alors concernant les procès-verbaux, toujours sur Foot Club, vous avez effectivement un onglet menu, ensuite organisation et ensuite vous avez l'accès donc aux procès-verbaux. Donc vous cliquez sur commission de discipline et ensuite vous cliquez sur le PV concerné que vous souhaitez donc en format PDF. Pour les licenciés, ils peuvent consulter les sanctions par consultation de leur espace, mon espace FFF. Donc vous vous connectez sur cet espace ou éventuellement dans un premier temps vous créez un compte FFF. De plus, pour les sanctions supérieures à 6 matchs ou les suspensions en temps, le licencié sera informé par un mail sur son adresse électronique renseignée auprès des instances ou par un courrier recommandé à l'adresse postale déclarée en cas d'absence d'adresse électronique. Donc toujours sous forme de rappel concernant donc les dates des faits. Un licencié exclu par l'arbitre est automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant. La sanction devant être purgée dans la continuité. Donc ceci faisant référence à l'article 4.2 du règlement disciplinaire. Donc en exemple, le jour du match numéro 1, le licencié est exclu. Le mercredi suivant le match numéro 1, la commission de discipline se réunit et décide de la sanction. Le vendredi suivant le match numéro 1, la commission de discipline publie la sanction sur Foot Club. Ce qui entraîne une suspension automatique le jour du match numéro 2. Le licencié ne peut pas être sur la feuille de match jusqu'à purge totale de sa suspension. Le jour du match numéro 3, selon la sanction prise, le licencié peut être présent ou non sur la feuille de match. Sous forme de rappel, les dates des faits.
Donc si une mesure conservatoire est décidée par la commission de discipline sans qu'il n'y ait eu d'exclusion, son exécution commencera le jour de sa notification en référence à l'article 333 du règlement disciplinaire. En exemple, le jour du match numéro 1, la commission a eu un signalement d'un fait disciplinaire par un officiel. Le mercredi suivant le match numéro 1, la commission de discipline se réunit et décide de suspendre le licencié à titre conservatoire. Le vendredi suivant le match numéro 1, la commission de discipline publie la décision sur Foot Club, donc début de l'effet de la suspension. Le jour du match numéro 2, le licencié ne peut pas être présent sur la feuille de match, au moins jusqu'à la décision définitive de la commission de discipline. Le jour du match numéro 3, le licencié peut ou ne peut pas être présent sur la feuille de match en fonction de la décision définitive de la commission de discipline. Un rappel concernant les dates d'effet. Toutes les autres sanctions prononcées par la commission de discipline prennent effet à partir du lundi qui suit leur prononcé, en référence à l'article 4.5 du règlement disciplinaire. En exemple, le jour du match numéro 1, le licencié reçoit un 3e carton jaune en moins de 3 mois. Le mercredi suivant le match numéro 1, la commission de discipline se réunit et décide de la sanction. Le vendredi suivant le match numéro 1, la commission de discipline publie la sanction sur Foot Club. Le jour du match numéro 2, le licencié peut être sur la feuille de match. Le lundi suivant le match numéro 2, début de l'effet de la suspension. Le jour du match numéro 3, le licencié ne peut pas être sur la feuille de match. Les dates d'effet. Dans tous les cas, les sanctions doivent être exécutées dès leur publication sur Foot Club, selon les informations qui y sont indiquées. Lorsqu'un licencié fait l'objet de sanctions dont les dates d'effet se chevauchent ou sont identiques, elles doivent être purgées les unes à la suite des autres. Mesures fédérales suite à la crise sanitaire. Les suspensions en temps. Aucune modification. La date de fin de suspension fixée lors de la décision de la sanction reste valable. Les suspensions en match. Le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, lors de sa réunion du 8 juillet 2020, une dispense d'exécution de peine dans la limite de 3 matchs. La sanction initiale n'est pas modifiée et apparaîtra donc inchangée dans Foot Club. La mesure concerne tous les licenciés, personnes physiques, joueurs, éducateurs, dirigeants, ayant à purger des suspensions en match ferme prononcées avant le 8 juillet 2020, et ce, quel qu'en soit le motif, ayant conduit au prononcé de la sanction. Un exemple, un licencié donc effectivement été sanctionné de 13 matchs de suspension, c'est la sanction initiale, moins 3 matchs de dispense, c'est la dispense Fédération française de football, et bien le résultat, c'est 10 matchs à purger. Donc modalité pour purger une suspension, en référence donc à l'article 226 des règlements généraux. Quelques rappels. Les rencontres comptabilisées dans le décompte de la purge sont celles effectivement jouées par l'équipe dans laquelle le licencié reprend la compétition. En exemple, un licencié U18 est sanctionné d'un automatique plus 2 matchs de suspension. En U18, équipe 1, en semaine 0, début de l'effet de la suspension. En semaine 1, il y a eu un match joué, donc ce qui fait une rencontre purgée. En semaine 2, un match joué, ce qui fait une rencontre purgée. En semaine 3, l'équipe a été exempte en championnat. En semaine 4, il y a un match de joué, donc purgé. Donc la reprise, en ce qui concerne les U18 équipe 1, peut s'effectuer semaine 5. En senior équipe 1, en semaine 0, début de l'effet de la suspension. En semaine 1, match joué, donc purgé. En semaine 2, match joué, purgé. En semaine 3, match joué,
purgé. Donc la reprise peut s'effectuer semaine 4. En senior, équipe 2. En semaine 0, début de l'effet de suspension. En semaine 1, match joué, donc purgé. En semaine 2, il y a un forfait. En semaine 3, match joué, donc purgé. En semaine 4, pas de coupe, donc éliminé. En semaine 5, match joué, donc purgé. La reprise peut s'effectuer pour l'équipe 2, semaine 6. Quelques rappels en référence à l'article 226 des règlements généraux. Une rencontre est dite effectivement jouée lorsqu'elle a eu son aboutissement normal. Cependant, un match interrompu rentre dans le décompte de la suspension, mais si le match est donné à rejouer, le licencié suspendu ne pourra pas participer à la nouvelle rencontre. Donc à titre d'exemple, le jour du match numéro 1, le licencié ne doit pas être sur la feuille de match. Il s'agissait de son dernier match à purger. Néanmoins, le match a été arrêté et donné à rejouer. Le jour du match numéro 2, le licencié peut être sur la feuille de match. La suspension est réputée purgée. Le jour du match numéro 1, à rejouer. Le licencié ne doit pas être sur la feuille de match, car suspendu lors de la date initiale du match. Donc en complément des modalités pour purger une suspension, en référence à l'article 226 des règlements généraux. En cas de licence dans des pratiques différentes, si la suspension est supérieure ou égale à 3 matchs, elle doit être purgée dans toutes les pratiques. En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans les équipes du nouveau club. Le contrôle des suspensions est réalisé chaque semaine par la commission de discipline. Le licencié ayant joué en état de suspension se verra sanctionné d'au moins un match supplémentaire. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne saison. Un rappel désormais sur la feuille de match informatisée. Dans le cadre de la mise en place du nouvel outil évoqué précédemment, les paramétrages FNI ont des impacts sur les accès aux utilisateurs. Pour les équipes ayant participé à des compétitions nationales, Coupe de France incluse, et participant ensuite à nos championnats départementaux, il faudra effectuer différents paramétrages. Il faut donc retenir 2 cas de figure. Lorsqu'un dirigeant ou un éducateur a l'accès à la FMI pour une équipe qui n'est engagée que dans des compétitions régionales ou départementales, celui-ci n'a besoin que d'un seul compte FMI. 2 cases devront être cochées au niveau de la gestion de la feuille de match informatisée, et notamment celle contre-attachée à la nouvelle application de gestion des compétitions. Il adviendra ensuite de cocher les cases des catégories des équipes pour lesquelles l'éducateur ou le dirigeant devra avoir accès. Dans le cas où le dirigeant ou l'éducateur a en charge une équipe ayant participé à une compétition nationale, c'est-à-dire la Coupe de France féminine, la Coupe d'Ambardella, et que cette équipe participe à une compétition régionale ou départementale, quel que soit le championnat, 2 comptes FMI distincts sont nécessaires. Un premier sur lequel seule gestion feuille de match informatisée sera cochée, qui permettra d'accéder aux compétitions fédérales. Un second compte qui permettra d'accéder à l'ensemble des compétitions régionales et départementales. Comme chaque saison, nous rappelons à tous les utilisateurs de la FMI qu'ils doivent vérifier avant la reprise de leurs équipes que le mot de passe fonctionne et que celui-ci n'est pas expiré pour éviter tout désagrément le jour de la rencontre. De plus, après une longue non-utilisation des tablettes, nous vous invitons à vérifier leur bon fonctionnement et les éventuelles mises à jour nécessaires avant l'utilisation pour le week-end de reprise. La feuille de match informatisée se réalise toujours avec des tablettes. Le district dispose encore de tablettes immédiatement disponibles. Cependant,
si vous souhaitez faire l'acquisition de tablettes par vos propres soins, nous vous rappelons ici les configurations minimales exigées par la Fédération française de football pour pouvoir faire utilisation de la FMI. Un rappel des grands principes de l'utilisation de la FMI. Pour toute préparation de composition d'équipe avant le jour du match, toujours privilégier l'accès sur fmi.fff.fr. Un raccourci est disponible sur la page d'accueil du district. Nous vous rappelons également que le référent FMI sur Foot Club doit être identifié. Il sera notre interlocuteur en cas de problème avec la feuille de match informatisée. Enfin, un autre rappel. N'oubliez pas la clôture de la feuille de match avec le mot de passe créé par l'arbitre, qu'il soit officiel ou bénévole. Celui-ci n'est créé que le jour de la rencontre. Si néanmoins vous rencontriez un problème au moment de la clôture, après avoir rempli toutes les informations liées à la feuille de match informatisée, nous vous invitons à appeler la procédure d'urgence qui vous expliquera la procédure à réaliser. Si néanmoins la feuille de match informatisée ne pouvait pas être utilisée, il est obligatoire de rédiger une feuille de match papier, celle-ci étant le procès-verbal de la rencontre. Vous y joindrez lors du renvoi de cette feuille de match papier un rapport d'échec en reprécisant bien les comptes utilisateurs utilisés pour la FMI et le détail des problèmes rencontrés. Ce document permettra d'étudier le problème et de vous apporter, si nécessaire, les réponses au dysfonctionnement. Tous ces documents sont à renvoyer sous 24 heures ouvrables. Suite au déroulement de la rencontre, la commission sportive étudiera ensuite les éléments. En ce début de saison, et comme les saisons précédentes, un certain nombre de dossiers médicaux d'arbitres ne sont pas encore validés par les commissions médicales compétentes ou sont encore incomplets. Les premières formations d'arbitres n'ayant lieu que courant octobre, il n'est pas permis encore de pouvoir désigner des arbitres sur l'ensemble des rencontres comme cela l'était en cours de saison dernière. Jusqu'à mi-novembre à minima, le nombre d'arbitres étant réduit, cela a pour conséquence que certains championnats habituellement régulièrement couverts, notamment senior masculin D3, senior féminine et championnat jeune, ne le seront pas lors des premières journées. Ces formations initiales d'arbitres se déroulent toujours au sein de la Ligue des Pays de la Loire. Plusieurs dates ont été proposées pour le district de football Loire-Atlantique. Les inscriptions se font en ligne sur le site de la Ligue des Pays de la Loire ou sur le site du district avec un renvoi sur le site de la Ligue des Pays de la Loire, au plus tard 10 jours avant le stage. 4 sessions sont prévues. Une première session ouverte à tout le monde, mais pour lesquelles l'internat n'est autorisé que pour les majeurs, les 3 et 4 octobre, avec un examen la semaine suivante, et la transmission des consignes après réussite de l'examen le samedi 17 octobre. Une deuxième session réservé aux mineurs au cours des vacances d'octobre, les lundis 19 et mardi 20, l'examen étant prévu le vendredi 23 et la transmission des consignes après réalisation de l'examen le 7 novembre. Ensuite, 2 autres sessions ouvertes aux majeurs et aux mineurs, mais l'internat n'étant autorisé que pour les majeurs, le samedi 21, dimanche 22 novembre, avec examen le samedi suivant et en cas de réussite à l'examen, les consignes CDA le samedi 5 décembre et enfin une dernière session les 16 et 17 janvier, examen le 23 janvier et les consignes après réussite à l'examen le samedi 30 janvier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le dispositif Label FFF est de nouveau actif pour la saison 2020-2021. À ce titre, une réunion est programmée en visio le mardi 29 septembre à partir de 19 h. Une invitation sera envoyée sur les boîtes mail officielles des clubs pour tous les clubs intéressés à participer à cette réunion. Le dispositif Label FFF est un dispositif national avec un pilotage régional par la Ligue de football des Pays de la Loire pour notre territoire. L'accompagnement s'effectuera en fonction du niveau de votre club, par la Ligue de football des Pays de la Loire si vous êtes un club de niveau régional, ou par le district de football de Loire-Atlantique si vous êtes un club de niveau départemental. Le label est un outil pragmatique, fonctionnel pour tous les clubs qui sont intéressés par l'élaboration, la conception du projet club et la structuration de leur club. Bonjour à tous, je vais vous parler de la newsletter que l'on a mis en place la saison dernière et que continue à mettre en place cette saison. Cette newsletter a été pensée afin de permettre d'avoir un meilleur suivi des communications pour que vous puissiez tout simplement avoir toutes les informations que l'on peut mettre sur le site du district ou vous envoyer par mail. L'idée est vraiment d'en manquer le moins possible et on sait que vous n'allez pas forcément sur le site tous les jours, donc on a décidé de mettre le jeudi comme jour de cette sortie de newsletter où on inscrit bien évidemment tous les articles que l'on a pu faire paraître entre le jeudi précédent et le jeudi. Cette newsletter, vous la retrouvez soit sur votre messagerie officielle, soit sur le site internet. À vous de vous en référer pour pouvoir réussir à connaître les informations importantes de la semaine. Sur le site internet, tout simplement, pour retrouver la newsletter, il y a un petit onglet à droite où vous avez une petite image où on voit la newsletter du jour qui vient de se passer, du jeudi qui vient de se passer. Vous cliquez bien évidemment dessus. Vous avez par la suite les différentes newsletters des différents jeudis. Vous choisissez la date qui vous intéresse. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tous les articles que l'on a pu publier cette semaine-là. Après, à vous, bien évidemment, de choisir l'article qui vous intéresse et de cliquer justement sur l'onglet « Cliquez ici » pour ouvrir l'article ou un document PDF. Cette newsletter est aussi envoyée par messagerie officielle et elle est souvent à portée des secrétaires de club. L'idée en tout cas, c'est que la personne qui ouvre la messagerie officielle et qui tombe sur ce mail de la newsletter puisse transférer cette newsletter, ou en tout cas les articles de la newsletter, aux personnes concernées. On l'a pensé de cette manière-là avec les phrases orange. En fait, lorsque vous voyez les phrases orange, vous voyez les catégories ou les personnes concernées par l'article ou les articles qui sont ci-dessous. À vous par la suite, comme dans l'exemple, de transférer ces articles. Deux types à faire. Par exemple, ici, nous avons les arbitres et les référents arbitres, à laquelle on avait mis deux articles, un rapport d'exclusion et un article sur les nouveaux arbitres stagiaires. Quand vous ouvrez ça, vous savez que les arbitres de votre club ou les référents arbitres de votre club peuvent être intéressés. À vous de voir comment vous organisez ce suivi. Soit vous envoyez un lien avec la newsletter en entier sur l'adresse mail de votre référent arbitre et de vos arbitres, ou vous faites article après article et vous envoyez ça sur leur adresse mail. L'objectif étant vraiment que les personnes les plus concernées par ces articles puissent avoir l'information. Je vous remercie en tout cas pour cette attention. N'hésitez pas à nous faire remonter des infos sur la newsletter afin qu'on puisse s'améliorer encore pour que vous puissiez avoir les informations au mieux possible et en tout cas que tous les acteurs de votre club puissent avoir les informations que nous, qu'on puisse mettre sur le site internet. Bonne saison à tous. Nous vous rappelons que le samedi 26 septembre aura lieu l'Assemblée Générale ordinaire, l'Assemblée Générale extraordinaire et l'Assemblée Générale élective à la salle Capellia à La Chapelle-sur-Erdre. Le début de l'Assemblée Générale étant prévu à 9 h. En raison des contraintes sanitaires, celle-ci sera limitée à une seule personne par club. Nous vous remercions d'avoir suivi cette réunion en vidéo des réunions de rentrée. Cependant, celle-ci peut vous amener des questionnements. Nous vous invitons donc à envoyer vos demandes de manière précise à contact@foot44.fff.fr jusqu'au lundi 21 septembre 2020 inclus. Nous traiterons l'ensemble de vos demandes. Une synthèse des réponses sera diffusée sur le site du district.
la semaine prochaine afin de vous permettre de reprendre dans les meilleures conditions. Bonne saison à tous, merci.